Bonjour à tous. Alors on va démarrer cette session. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui consiste à vous expliquer dans quelle mesure on peut garantir qu'un CRM soit utile et utilisé. Alors vous êtes peut-être, vous ici dans l'Assemblée, déjà détenteur d'un CRM ou pas, ou dans la réflexion. Mais ce que je voudrais vous sensibiliser, c'est sur le fait que lorsque l'on met en place un projet d'entreprise d'envergure, on a toujours l'intention, évidemment, de fournir à nos utilisateurs des services à valeur et donc qui soient utiles. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est notamment le cas dans le cadre des projets CRM ou collaboratifs, c'est que pour que ça marche, il faut aussi que votre CRM soit utilisé. Parce que s'il n'est pas utilisé, il n'est plus utile, et s'il est plus utile, eh ben, il n'est plus utilisé. Et donc tous vos efforts s'effondrent. Donc je voudrais vous montrer comment vous allez pouvoir, comment vous devez surtout concevoir vos projets pour éviter de tomber dans ce piège. Alors d'abord, je voudrais vous parler d'une expérience un peu personnelle, même très personnelle. Il y a quelques années, j'ai fait l'acquisition d'un terrain pour ma famille dans le but de construire un pavillon. Et comme je m'étais pas mal documenté sur les techniques et les modes en termes de construction, je me suis mis à créer moi-même mon cahier des charges, moi-même mes plans, et j'avoue que j'ai pris d'ailleurs un certain plaisir, puisqu'en tant que prestataire, j'allais enfin me mettre de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire proposer à des personnes un cahier des charges précis, des plans, enfin, bref, tout ce qu'il fallait pour faire en sorte qu'il n'ait plus qu'à poser les briques. Donc très content de moi, après en avoir discuté avec ma famille, j'envoie tout ça à trois prestataires qui me répondent. Donc les deux premiers sont des architectes de constructeurs qui me disent, écoutez monsieur Moyon, c'est formidable ce que vous avez fait, franchement, rarement vu un tel travail, donc quand est-ce qu'on peut se voir pour concrétiser ce projet et travailler ensemble. J'étais bien évidemment très heureux d'entendre ça, et je prends rendez-vous, on discute, et à quelques détails près, techniques évidemment, c'était pas trop mal. Et puis la troisième personne, un cabinet de maîtrise d'œuvre, me rappelle et il me dit, écoutez monsieur Moyon, quand j'ai vu votre mail, je dois vous dire, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est typiquement ce qu'elle m'a dit. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça n'a aucun sens. Mais bon, si vous voulez quand même, on peut se voir, mais il faudra tout changer, quoi. Alors évidemment, là, j'avais deux solutions. Soit je lui raccrochais au nez, soit j'acceptais de ravaler mon ego et de ma fierté et puis de la rencontrer. C'est ce que j'ai fait, évidemment. Et là, ce qu'elle a fait, c'est que elle a repris l'ensemble de ce que j'avais formalisé à travers mon plan et mon cahier des charges en me reposant des vraies questions. Par exemple, j'avais marqué que je voulais un dressing. Elle me demande vraiment cash comme ça, mais pourquoi vous voulez un dressing? Je dis, enfin, comme aujourd'hui, en 2020, forcément, quand on construit un pavillon, on veut un dressing. Oui, mais monsieur Moyon, vous avez un budget quand même qui est limité, et puis votre dressing, ça va créer une pièce avec un passage de circulation qui va servir à rien, qui va vous nécessiter d'ailleurs de rajouter une fenêtre parce que vous êtes dans une pièce aveugle. Et puis vous réduisez aussi la taille de votre chambre. Alors que si on casse la cloison, eh bien on gagne 4 mètres carrés, on gagne 5000 euros, on évite une fenêtre, etc. Et vous avez le même service. Et en plus, vous bénéficiez de la lumière de votre chambre. Ah ouais, effectivement. Donc qu'est-ce qu'elle a fait en fait là? Elle a reformulé une exigence qui pour moi était très claire en un besoin qui du coup avait plusieurs solutions. Elle a fait encore cet exercice avec d'autres cas de figure qui étaient assez rigolos, comme par exemple le fait que je voulais un toit plat. Et là encore, elle m'a posé la question, mais pourquoi vous voulez un toit plat? J'ai dit, parce que déjà, si je le fais pas, je serais la seule maison dans la rue qui n'en ait pas, donc j'aurais l'air un peu malin. Je dis, ouais, mais c'est pas grave, hein, vous savez, hein, par rapport à ce que vous m'avez expliqué, par rapport à votre histoire, à votre famille, à vos usages, les perspectives que vous avez ensemble, votre famille recomposée, vos hobbies, eh bien, je pense qu'il serait mieux pour vous de prévoir une architecture traditionnelle et de prévoir un grenier que vous pourrez aménager dans le futur. Donc vous l'avez compris, elle m'a fait prendre conscience de la nécessité d'un besoin et d'une façon pragmatique de pouvoir transformer ce que j'avais prévu de faire de façon viable. Et ça, si vous voulez, cette histoire, bah, moi, elle m'a beaucoup parlé. Et puis, comme je suis quand même, du coup, prestataire de service, je me la suis réappropriée pour me dire maintenant, mes clients, il faut que je les voie en ayant cet esprit et cette façon de penser. Repenser leurs propres exigences
pour me les réapproprier avec mon expertise et leur proposer des solutions différentes. D'accord ? Et en fait, ce qui est important, c'est que finalement, vous l'avez compris, dans un projet CRM, il y a beaucoup de similitudes. Parce que quand on fait un projet CRM, donc on se base sur des choses qui nous paraissent claires, qui sont définies dans un cahier des charges, et puis au final, on va toujours réussir à le faire. Je vous garantis, quelle que soit la solution que vous prenez, quel que soit le prestataire que vous choisissez, vous arriverez toujours à faire votre projet CRM. Mais par contre, vous ne serez jamais vraiment sûr qu'il soit bien utilisé. Si moi j'avais choisi le premier architecte que j'avais contacté pour ma maison, je serais aujourd'hui dans une maison, je vivrais dedans, mais je pense que j'y verrais, je me serais rendu compte à l'usage d'énormément de défauts, et je m'y projetterais peut-être moins que celle que j'ai aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se focalise sur deux étapes importantes de la construction d'un projet CRM, c'est l'étude et la conception. Alors, la genèse d'un projet. Dans la salle, je le sais parce qu'il y a des clients qui sont là, certains d'entre vous ont déjà un CRM, d'autres sont peut-être en train de réfléchir à l'utilité que ça peut avoir chez eux et à la façon dont ils vont pouvoir continuer à aborder leur réflexion. Alors, à cela, je dis, généralement, la genèse d'un projet, c'est toujours la même chose. C'est des constats, des besoins exprimés, qui tournent souvent autour de questions clés, à savoir, j'ai besoin de centraliser la connaissance client, voilà, je veux savoir qui il est, je veux pouvoir anticiper des actions, agir, réagir. Je veux aussi digitaliser des processus pour pouvoir homogénéiser des processus qui seraient déjà en place, mais aussi les rendre plus efficients, là encore, ajouter de l'intelligence, mieux interconnecter tout ça, dans un écosystème qui est parfois assez complexe. Et puis, bien évidemment, ce que je veux, c'est satisfaire le client, réduire son effort, le fidéliser et lui donner un sentiment d'appartenance à la marque, enfin, des choses très nobles. Tout ça, c'est très noble. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a fait ça, on est assez content. On prend une décision, on se fixe un cap, on définit une équipe, on se donne un budget. Et puis, hop, c'est parti, on fait un cahier des charges de 1 page à 100 pages, ça dépend des clients. On choisit un prestataire et hop, c'est parti, on contractualise, champagne, le projet démarre et on met en production. Seulement voilà, ça prend pas. Voilà, vous ne savez pas pourquoi, mais au bout de 6 mois d'utilisation, les retours sur investissement ne sont pas là. Vos clients n'ont pas vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se soit passé du côté de leur entreprise. Et puis, les sponsors commencent à tirer un peu la gueule parce qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices mesurables qui sont présents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, si on schématise la courbe de votre projet de façon très simple, on peut la représenter de cette façon-là. La courbe verte, c'est la courbe des fonctionnalités. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez piloté un projet par rapport à une somme de fonctionnalités. Et donc, c'était très linéaire, et à un moment donné, vous les avez mis en production. Parallèlement à ça, vous avez un budget qui était fortement corrélé à votre projet, et donc qui a suivi une courbe initiale prévue, et puis qui, à un moment donné, comme ça ne marchait pas très bien, qu'est-ce qui s'est passé ? On a attendu un peu, on a mis quelques évolutions, ça coûte cher, et puis on a rajouté des fonctionnalités encore, et au final, votre budget il a explosé. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est parce que votre approche de votre référentiel d'exigence, il était incomplet. C'est bien, évidemment, de se baser sur des besoins, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà de la dimension budgétaire et exigence propre d'un projet, il fallait aller plus loin. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Eh bien, en fait, sachez, prenez conscience de ça, que 90% des entreprises estiment que leur CRM ne produit pas totalement le retour sur investissement attendu. Donc en fait, on est quand même sur quelque chose qui est une sorte de plébiscite au fait que la mise en place d'un CRM soit compliquée. Moi, je pense qu'il y a 2 éléments de réponse qui peuvent se concrétiser après derrière en action pour pouvoir comprendre dans quelle mesure on en est arrivé là. Tout d'abord, le premier paradoxe, c'est le paradoxe de la complétude. Et le second, le paradoxe de l'adoption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on est persuadé, vous êtes persuadé, que plus vous choisissez une solution et un outil qui va être riche en fonctionnalités, plus les utilisateurs seront satisfaits. Mais ça, c'est complètement faux.
70% des fonctionnalités qui sont demandées par vos utilisateurs, elles ne sont pas essentielles, et 45% ne sont jamais utilisées. Ce n'est pas propre que pour les projets CRM, mais c'est une vraie réalité. C'est un peu, si vous voulez, le syndrome de la télécommande. Hein. Vous avez 60 boutons sur vos télécommandes, alors que vous avez juste besoin d'appuyer sur la touche plus et moins du volume ou des programmes. Mais au final, vous avez du mal à les trouver, tellement ils sont noyés parmi l'ensemble des touches. Donc, au contraire de la complétude des exigences, ce qui est vraiment important pour vous, c'est de préparer vos exigences en vous projetant sur le succès des parcours dans lesquels ils vont s'intégrer. Et donc, qui dit parcours, dit implication des collaborateurs. Donc plutôt que vous dire, voilà, j'ai besoin de tant de fonctionnalités, et plus j'en mets, plus ça marchera, au contraire, vous devez vous poser les questions suivantes. À chaque fois, vous positionnez en tant qu'utilisateur de votre solution, et vous dire, là, la façon dont je formalise mon besoin, est-ce que mon collaborateur il va comprendre les services qui lui sont proposés? Est-ce que ça s'inscrit dans un parcours qui a un sens dans son métier? Et est-ce qu'il va être conscient aussi que ce que vous proposez, c'est une première brique à l'édifice et que ça va pouvoir évoluer dans le temps? Vous voyez, on est déjà dans une approche un peu plus délicate, puisqu'elle implique forcément de se mettre à la place de ses collaborateurs et donc du coup de les connaître et de les comprendre. Le deuxième paradoxe, c'est celui de l'adoption. En fait, on est persuadé également que si les services proposés sont un progrès, parce qu'ils n'existaient pas avant, alors ils vont forcément être utilisés. Et bien ça, malheureusement, ça aussi, c'est faux. Hein, 60, alors j'ai donné un pourcentage, mais c'est complètement faux. On ne peut pas préjuger du comportement de l'ensemble de vos collaborateurs. Vous n'aurez jamais des collaborateurs qui soient uniformes, homogènes. Ça n'existe pas. Et donc, le plus important pour vous, ça va être de pouvoir imaginer une nouvelle façon de mesurer la qualité de votre besoin pour pouvoir vous assurer que le fait que vos collaborateurs et vos utilisateurs soient hétérogènes ne mettent pas en péril l'ensemble de votre solution. Vous voyez? Donc ça, c'est un enjeu quand même assez important, voire essentiel. Ce que je apporte de là, évidemment, vous l'avez compris, c'est l'importance du change. Hein. Chaque collaborateur, il devra, à un moment donné, se dire, quand il utilise la solution, j'accepte de changer mes habitudes, j'en mesure l'intérêt pour moi, pour mon entreprise et pour mes clients, et je vais contribuer à l'amélioration de la connaissance client. Je comprends pourquoi il faut faire ça, et je vais le faire, parce que je vais trouver l'intérêt. Vous voyez, c'est un cycle vertueux qui tourne autour du collaborateur. Alors, chez ASI, nous avons quelques convictions. On est persuadé que la connaissance de l'organisation, de votre organisation, hein, de votre stratégie, de votre culture d'entreprise, votre positionnement à la marque, votre concurrence, tous ces facteurs-là sont très importants pour construire efficacement un projet CRM. Et donc ça passe aussi par la connaissance de la maturité digitale de vos collaborateurs et de votre système d'information aussi. Hashtag trajectoire, j'y reviendrai. On est persuadé aussi que pour pouvoir faire cette transformation efficace, ça passe par un référentiel d'exigence qui, je pense maintenant, vous l'avez bien saisi à travers mes exemples, ne doit pas être qu'un catalogue de fonctionnalités inodore, incolore et sans saveur. On doit aller un peu plus que ça, un peu plus loin que ça. C'est notre hashtag orientation. Et enfin, la concrétisation d'un produit CRM. Ce n'est pas un produit fini dans le temps, c'est un programme dans lequel vous allez devoir légitimer ce qui est prioritaire, envisager la suite, mais le faire de façon progressive, itérative, avec la possibilité, bien sûr, de mesurer à chaque fois l'efficacité de ce que vous mettez en place. Hashtag agilité. Alors ça, en quelque sorte, si vous voulez, ces trois hashtags, ça représente notre offre d'accompagnement pour vous aider sur les projets. Hein, la première partie où on établira ensemble un plan, un programme, pour pouvoir reformuler votre vision, vos enjeux et la façon dont on va pouvoir concrétiser tout ça. La phase d'orientation, c'est la concrétisation. On va construire un produit, on va reformuler, on va revoir si vous avez besoin d'un dressing ou si vous n'aviez pas plutôt un autre besoin à la base.
On n'est pas au salon de l'habitat, mais je fais juste un rapport, évidemment, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va cartographier, on va digitaliser ce que votre produit va être concrètement pour vos collaborateurs, parce que c'est que comme ça que vous arriverez à vous représenter l'efficacité de vos actions. Et puis enfin, hashtag agilité, c'est la concrétisation du projet, c'est la mise en place d'une intégration, d'un produit et de la réalisation par cycle de votre projet. Je reviens précisément sur cette notion de référentiel d'exigence parce que j'aborde des concepts qui sont peut-être abstraits ou trop qualitatifs. Nous, chez IC, on a la conviction dans notre engagement que les exigences, à tout stade d'un projet, doivent être réfléchies pour leur donner une raison d'être et une valeur au niveau de l'utilité, de la simplicité, de l'efficience, de la viabilité et de la responsabilité. Alors, 5 mots, là encore, pas forcément simples à transcrire. Je vais vous proposer justement de préciser ce qu'on entend derrière ces notions-là, et à travers quelques exemples, comment on peut traduire cette notion d'utilité, de viabilité, de simplicité, à travers des exigences qui composeront votre produit CRM. Alors, notre méthode, elle consiste à dire que, voilà, que chaque service doit satisfaire un besoin, que les résultats doivent être atteints avec un minimum de moyens, humains ou financiers, que le service il doit être facile à comprendre, à utiliser et à faire vivre, et qu'il s'inscrit dans un modèle de valeur pertinent dans un écosystème qui va au-delà d'un CRM. Vous avez d'autres outils. Chaque composant de votre application qui compose l'ensemble des parcours de vos collaborateurs, c'est une fonction sur une étagère. Et il est important de vérifier que cette fonction, elle est bien à sa bonne place sur l'étagère et qu'elle ne remplace pas une autre brique, etc. Hein, vous devez avoir une maîtrise, une hauteur de vue par rapport à tout ça. Et enfin, responsable, parce que là encore, dans nos enjeux et dans notre raison d'être chez IC, il est important aussi de vous faire penser à une vision de conception qui soit plus responsable, notamment d'un point de vue de l'éco-digitalité. Est-ce qu'on peut optimiser la façon de réaliser une exigence pour qu'elle ait un faible coût digital? C'est une approche assez nouvelle, hein, mais c'est une vraie réflexion qu'on vous propose aussi. Alors je vais vous prendre 2 ou 3 exemples pour formaliser ce que je suis en train de dire. Imaginez une référence dans un cahier des charges initial. Si vous avez fait des projets CRM ou si vous êtes en train d'en faire, ça va forcément vous parler. Moi, j'ai lu ça des milliers de fois dans mes cahiers des charges. Hein. La solution disposera d'une interface pour remonter les informations de facturation client du SI. Vous voyez le topo, vous demandez à ce que, parce que vous avez fait un sondage autour de vous, vous êtes certain, ok, qu'est-ce qu'il nous faut sur une fiche client? On veut des informations de facturation parce que ça va être vachement mieux que d'aller les chercher à droite à gauche. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, quand on entend ce genre d'exigence? On va procéder avec vous en 3 étapes. On va transposer ce que vous êtes en train de dire, on va évaluer, et on va prendre une décision. Quand je discute avec mon client qui m'inscrit cette exigence initiale, je lui demande, mais alors du coup, qui va utiliser cette information? À quoi ça va servir? Et est-ce que ça n'existe pas déjà? État des lieux, hein, d'accord? Et là, j'entends, en fait, c'est uniquement les membres du CRC, Centre de relations clients, qui vont avoir besoin de temps en temps de donner une information que nos clients n'ont pas à travers les interfaces extranet qu'on peut leur proposer. C'est juste ça. Il n'y a pas d'exploitation particulière dans le CRM. Et puis, tous nos utilisateurs CRC, ils ont aussi accès à cette application de facturation. D'accord. Et quand je pousse un peu la réflexion, j'entends que cette application, c'est un petit peu technique mais pas trop, hein, elle est webisée et qu'en plus elle est contextualisable, c'est-à-dire qu'on a possibilité de facilement débrancher directement sur la fiche de cette application du client en question. Alors nous, en fait, par rapport à l'échelle de valeur que vous avez vue tout à l'heure, on va donner une note, on réfléchit ensemble. Est-ce que ce besoin est utile ? Oui, il est utile, ça permet de remonter de la facturation. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. On a compris le besoin. Est-ce que c'est efficient? C'est-à-dire, est-ce que je peux atteindre, répondre à ce besoin en un minimum de moyens?
Pas tant que ça, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des solutions qui nous permettent d'éviter de créer un flux supplémentaire et de débrancher vers une application externe qui rendrait le même service. Alors, est-ce que c'est simple? C'est pas si simple que ça, parce que, au même titre que la viabilité, le simple fait de mettre une interface avec un outil distant, ça veut dire que si l'outil distant il évolue, il va falloir faire évoluer cette interface, il va falloir faire évoluer la façon dont on restitue l'information. Donc c'est pas si simple que ça. Donc notre décision, ce sera de dire, écoutez monsieur le client, nous dans un produit, dans une vision MVP de votre solution, on vous propose plutôt de faire un débranchement contextuel vers l'applicatif interne de facturation. Vous répondrez à l'ensemble de vos besoins initiaux, et ça coûtera moins cher, et ça répondra surtout, c'est pas simplement moins cher, justement, je viens de faire l'erreur, c'est souvent le raccourci qu'on va faire, c'est que ce sera plus simple, plus utile, plus efficient et plus viable. D'accord? C'est pas tout à fait la même échelle de valeur pour pouvoir prendre une décision sur votre exigence. Deuxième exemple, qui est un petit peu différent, c'est une exigence là pareil très courante et très noble. Hein. Je veux dire, là-dessus, on va tous être d'accord. La solution doit disposer d'un plugin pour transférer les emails clients facilement dans le CRM. Alors là encore, ceux qui ont un CRM voient de quoi on parle. L'idée, c'est de se dire, pour que le CRM fonctionne, il faut évidemment que chaque collaborateur ait des moyens facilitant la remontée des informations pour toutes les interactions qu'il peut avoir avec son client, et notamment par rapport à l'email et Outlook. Donc ok, on réfléchit, on se dit, bon, par rapport à la solution que vous avez choisie, de toute façon, il existe un plugin, donc c'est clair, c'est simple, il existe, donc il n'y a pas de problème. On pourrait dire, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien en fait, pas tout à fait. Nous, dans cette transposition de besoin, on va aller un petit peu plus loin. On va dire, ok, techniquement, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, par rapport à ce besoin, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que vous êtes sûr que tous vos collaborateurs consomment Outlook de la même façon? Autrement dit, est-ce que vous soyez conseiller CRC ou conseiller en agence, est-ce que tout le monde utilise Outlook de la même façon? Et bien là, on va apprendre que non, effectivement, il y en a certains au fin fond du département qui sont là depuis très longtemps, et pour eux, Outlook, tout ce qu'ils ont comme information dans leur boîte aux lettres, c'est leur raison d'être, hein, c'est leur portefeuille. Ils n'existent que par ça. Et jamais ils accepteront de partager, de rendre public des informations qu'ils ont reçues dans leur boîte mail. Ok. Et ça, pourquoi vous ne l'avez pas écrit? Parce que ce n'est pas vraiment une exigence. Mais en fait, si, c'est une exigence. En tout cas, c'est quelque chose qui est fondamental dans le château de cartes que représente votre CRM. Parce que sans contribution de la part de vos collaborateurs, votre CRM, il va perdre en qualité de données, il va perdre en efficience, et vous ne pourrez plus l'exploiter avec la même garantie d'avoir des automatisations ou des processus à valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va décider ici? On va dire qu'on va conserver l'exigence, mais qu'on va rajouter une autre exigence. On va dire que, voilà, vous allez noter sur votre cahier des charges que le plan de charge doit prévoir d'accompagner de façon ciblée les utilisateurs d'Outlook, mesurer l'adoption pour maintenir un taux d'usage défini. Donc on va concrétiser et caractériser le fait que vous avez nécessairement un plan de change à mettre en place en parallèle de votre projet d'intégration CRM. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on préconise à nos clients. Dernier exemple que je vais faire plus court. On a souvent des fois des clients qui exigent une personnalisation très complexe de la gestion des droits. Ils nous disent, mais écoutez, voilà, la solution, elle permettra de cloisonner les droits par secteur, par sensibilité, par hiérarchie, etc. Là encore, on va adopter la même posture, on va partir sur première étape, on va transposer. Écoutez, à quoi pensez-vous quand vous dites j'ai besoin d'avoir des droits par secteur, etc. Il dit, écoutez, c'est simple, nos conseillers de tel secteur n'ont pas à voir ce qui se passe à côté. Alors, non pas à voir ou non pas besoin de voir. Aujourd'hui, voilà, les informations ne se croisent pas. Alors, s'ils le voulaient, certes, ils le pourraient, mais ça ne leur sert à rien. D'accord. Donc là, ce que vous venez de dire, c'est que finalement, votre besoin, il n'est pas du tout dans ce que vous venez d'exprimer ici. Ce que vous avez besoin, c'est simplement de proposer un environnement qui soit profilé efficacement pour que chaque personne se sente à l'aise dans l'interface qu'elle va utiliser dans le CRM,
pour pouvoir retrouver facilement ses petits et facilement pouvoir après derrière interagir, etc., faire tout ce que le CRM lui permettra de faire. Mais ce n'est pas cloisonner les droits. Cloisonner les droits, c'est quelque chose de très strict, qui va souvent d'ailleurs à l'encontre même de la raison d'être d'un CRM. Le but, c'est de partager de l'information. C'est donc une approche et des concepts beaucoup plus forts qui vont parfois à l'encontre de la façon dont on a conçu nos solutions auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, 3 phases: trajectoire, orientation, agilité, pour établir et repenser efficacement la valeur de chaque besoin exprimé. Et donc, la méthode que l'on vous propose à travers cette définition d'échelle de valeur, c'est de ne plus repenser à avoir un référentiel d'exigence avec une simple notation voilà ce que je veux, dites-moi si c'est standard, dites-moi si c'est spécifique, dites-moi combien ça coûte, et décision. Nous, on refuse ça. On va reformuler avec vous parce que parfois, toutes vos évidences et toutes vos convictions, aussi nobles soient-elles, peuvent être repensées, peuvent être partagées par rapport à nos expertises. Et donc, voilà, l'idée pour nous, c'est de construire un backlog à valeur pour construire après derrière un projet. Et si vous faites ça, bah, la nouvelle courbe de votre projet, elle devrait ressembler un peu plus à ça. Vous allez avoir un projet qui... Je voulais oublier de vous le dire tout à l'heure, en fait. Hein. Pourquoi la courbe de tout à l'heure n'était pas efficiente? C'est passé très rapidement, mais vous aviez une courbe de confiance. Une courbe de confiance qui s'était étiolée au fil du temps. Et que vous n'avez jamais réussi à rattraper parce que vous n'étiez pas donné la bonne réflexion initiale pour concevoir un projet avec un référentiel à valeur. Là, si vous abordez les choses de cette façon-là, avec des itérations, avec un produit MVP, vous savez ce que c'est un produit MVP, donc un produit minimum viable, c'est-à-dire ce qui est nécessaire et suffisant pour pouvoir apporter un service. Donc c'est une somme de fonctionnalités. Mais là, dans cet exemple, vous voyez, on imagine, on ne pilote plus le projet par l'ensemble des fonctionnalités, on pilote le projet par la confiance. C'est-à-dire qu'on essaye de se donner les moyens de mesurer perpétuellement, en phase de conception, en phase de réalisation et en phase d'utilisation, le fait que l'adoption de votre projet soit constant. D'abord avec l'équipe projet et ensuite avec les collaborateurs. Et à partir de là, bah, vous voyez, vous n'aurez pas forcément une somme de fonctionnalités qui sera folle, elle sera juste suffisante. Et votre budget, vous l'aurez maîtrisé. Voilà, alors c'était ce que je voulais vous montrer. Donc chez IC, nous sommes un cabinet d'expertise numérique dont la raison d'être, c'est agir pour un monde responsable au service de l'humain. Donc, ce que je vous propose ici, ce que je vous ai montré comme approche, c'est notre façon désormais de pouvoir vous proposer des services numériques qui répondront à vos propres besoins de fourniture de services pour vos clients, vos collaborateurs et vos partenaires. Chez IC, nous sommes organisés autour de 9 expertises complémentaires qui vont de la stratégie digitale jusqu'à la réalisation de projets et d'intégration de solutions. Donc ce que je vous dis là s'adresse à l'ensemble de nos problématiques pour nos clients, de réalisation de projets pour nos clients, que ce soit business ou opérationnel. Et moi particulièrement, je suis consultant manager et je travaille dans le pôle d'intégration Effici, qui est une solution partenaire avec qui nous travaillons depuis déjà plus de 8 ans et avec laquelle nous avons établi une relation de confiance, une relation partenariale assez privilégiée. Et donc aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est la façon dont on peut vous accompagner dans la démarche projet pour concevoir et réaliser vos projets. Alors, si vous le souhaitez, nous sommes présents sur le salon au stand numéro 1. Et je serais ravi si ce pitch vous a intéressé, de pouvoir continuer cette discussion avec vous pour vous montrer nos expériences, nos concrétisations ou nos offres d'accompagnement, que ce soit en amont de vos projets ou dans la réalisation de ceux-ci. Voilà. Je vous remercie. Je pense que je n'ai pas dépassé le temps.
Merci à vous.